Bonsoir à tout le monde. Je suis très heureux de vous accueillir. Pas c'est pas moi qui vous accueille, c'est l'Institut français. Mais je suis très heureux que l'Institut français nous accueille ici ce soir, en compagnie de Jacques Roubaud, qui est à Budapest, parce qu'il a participé à un colloque à l'Université Ötvös-Loránd où nous avons discuté sur les questions du plurilinguisme et de l'écriture. Et donc ce soir, il a accepté également de faire une lecture et un bavardage avec vous. J'essaierai de lui poser quelques questions et surtout, je lui ai demandé de vous lire des extraits et d'expliquer un peu les contraintes, les règles d'écriture à partir desquelles il a préparé ses ouvrages qu'il va nous lire. Donc, si peut-être vous préférez de commencer par la lecture de quelque chose, Oui. très bien, et après j'essaierai de faire des questions. Je fais partie du groupe qui s'appelle Oulipo, et un des buts de l'Oulipo, c'est d'apprendre des choses aux gens. C'est un but didactique. L'Oulipo est un groupe qui est didactique. Donc là, on va commencer par un peu d'orthographe. Un travail de langue élémentaire. C'est un poème qui s'appelle L'enfant d'éléphant. Un matin, l'enfant d'éléphant, qui habite à Paris-sur-Seine, voulant embrasser sa marraine, a décroché son téléphone. Son téléphone, ça n'existe pas, un téléphone. Pardon, je recommence. Habitant de Paris-sur-Seine, voulant embrasser sa marraine, un matin, l'enfant d'éléphone a décroché son téléphone. Éléphone, qu'est-ce que c'est ça, un éléphone? Un matin, l'enfant d'éléphant, voulant embrasser sa marraine qui habite à Paris-sur-Seine, a décroché son téléphone. Ça ne va pas parce que ça ne rime pas. D'accord, merci. Et donc, en fait, ça vient d'un petit recueil de poèmes pour enfants également, non? Ou pour tous les âges, mais qui sont aussi appréciés par des enfants. Peut-être. Peut-être, oui, je crois que oui. Mais vous avez eu aussi l'expérience, je suppose, de lire devant un public d'enfants. Et ça fait longtemps quand même dans votre carrière, dans votre vie, que vous écrivez des textes autour des animaux ou des sujets qui peuvent particulièrement intéresser les enfants. Non seulement ce texte-là. Et donc ici, la contrainte, c'était bien sûr un jeu avec les mots téléphone et éléphant. Et quoi d'autre? Ben, il y a d'une part l'orthographe du mot et d'autre part la rime. Donc il y a deux choses. Il faut que ça rime, donc éléphant, mais ne rime pas avec téléphone, donc il faut mettre téléphone. Et comme ça ne va pas, il faut faire une autre tentative, et donc il y a un téléphone, mais il y a un éléphone. Et enfin, on arrive à faire correctement téléphone et éléphant, mais cette fois-ci, ça n'arrive pas. Non, la poésie est difficile. Ça prouve que la poésie est difficile. Et ça prouve aussi alors que s'il y a des choses qui sont correctes ou bonnes ou vraies, soit ils sont vrais poétiquement, selon les règles de la poésie, soit autrement, dans la vie de tous les jours. Tout ça est on ne peut plus vrai. Ça est on ne peut plus vrai. Bon, je vais passer à un deuxième texte qui, lui, est tout à fait... se situe à un niveau de difficulté un peu plus grand. Il existe un philosophe des États-Unis qui s'appelle David Lewis et qui a la particularité d'être un philosophe qui prétend que tous les mondes possibles, selon la conception de Leibniz,
c'est-à-dire des mondes dans lesquels il y a plein de choses différentes d'une autre, mais qui ne sont pas impossibles logiquement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cercle qui est carré dans un monde comme ça. Tous ces mondes-là existent. Bon. Le problème, c'est qu'on ne peut pas y aller. Donc, une deuxième hypothèse de David Lewis, tous les mondes possibles existent, mais on ne peut pas faire un voyage transmonde. Bon. Alors, un jour, un éditeur français qui publie de la philosophie voulait publier l'œuvre de David Lewis qui s'appelle Sur la pluralité des mondes, On the Plurality of Worlds. Et il m'a demandé ce que j'en pensais, puisque j'avais fait un livre de poèmes dont le titre était La pluralité des mondes de Lewis. Il ne s'agissait pas de Lewis Carroll, mais de Lewis, le philosophe. Bon. Alors je dis que je trouvais ce livre très, très bon. Donc, il a eu le malheur de dire à David Lewis qu'il avait le soutien d'un poète français, et David Lewis a été épouvanté. Un poète, c'est pas sérieux. Donc il a refusé. Ensuite, je suis allé, il était professeur à Princeton, j'ai été invité à Princeton, et j'ai rencontré David Lewis, et il a vu que, comme j'avais fait des mathématiques, j'étais quelque chose de moins horrible qu'un poète. Donc on a été d'accord, et finalement, il ne voulait toujours pas qu'on publie son livre. Voilà. Alors j'ai fait un sonnet qui s'appelle, il se trouve qu'il est mort, et qu'après sa mort, j'ai fait un sonnet pour lui, que je vais vous lire. En dépit de l'impossibilité logique qu'il avait pu souverainement démontrer, il prenait le train pour des voyages transmondes, comme moi, soupçonnant que les chats y sont maîtres qui, dans les bras deviennent de petites locomotives. Il partait souvent de Grand Central pour Princeton, Boston, Providence, mais nul ne l'a jamais rencontré sur l'Amtrak. Je sens que le train ralentit à la frontière d'une ville encore invisible, matinale, vers la gare gorgée de rails, et je ne sais si la voix que je vais entendre parlera en mots de la langue présente ou avec ceux du plus convaincant de tous les mondes possibles, le passé. En effet, même si on ne croit pas à l'existence du monde possible, il y a indiscutablement des mondes possibles qui sont le monde qui était le nôtre il y a une minute. Et on ne peut pas y aller. Voilà. Donc ça c'est une autre manière toujours oulipienne de faire, qui est de se confronter à certains problèmes logiques. Donc l'orthographe et la logique sont deux branches de l'étude oulipienne. Oui, merci. Mais en fait, j'ai une question à ce propos, à propos des contraintes qui vous intéressent, vous particulièrement. J'avais une impression, en comparant les contraintes que vous aimez ou que vous utilisez, que pour vous, les nombres, quand même, ont une importance très grande. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on ne commence pas à 34 parce que ce n'est pas un nombre de queneaux, mais il vaut mieux qu'on commence à 6 sur 35 parce que 35 c'est un nombre de queneaux. Donc quand même dans votre vie, les contraintes de cette nature sont très importantes, et aussi dans votre poésie. Et, tandis que par exemple Jacques Jouet, quand j'ai bavardé avec lui, en lisant un peu ses œuvres, j'avais l'impression que le temps, c'était le temps et la durée qui l'a particulièrement intéressé, par exemple dans ses poèmes sportifs. Oui. Quand il se chronométrait. Un poème qu'il faut dire en 10 secondes, un poème qu'il faut dire en 1 minute. Voilà, des choses comme ça. Mais c'est pas beaucoup les nombres parce qu'il ne sait pas très bien compter. Et donc, 10 secondes, il peut, 1 minute, ça va, mais des choses de nombres plus compliquées, c'est pas possible. Donc, il ne va pas s'attaquer à des contraintes de ce genre. C'est évident. Chacun fait avec ses moyens.
Oui, d'accord. Donc, et bien sûr, pour vous, c'est vraiment les nombres, et Oui, comme vous êtes un c'est bénéficiaire. vraiment les nombres. Bon, je viens de... C'est pour ça que j'ai envie d'en parler, parce que c'est le livre que je viens de publier il n'y a pas si longtemps, et donc ça fait intervenir pas mal de choses qui ont un rapport avec la contrainte et avec le nombre. J'ai fait une ode à une ligne d'autobus parisien. C'est l'ode à la ligne 29 des autobus parisiens. Alors, c'est une ligne d'autobus qui part du centre assez central dans Paris, de la gare Saint-Lazare, et qui va vers l'est jusqu'à une porte de Paris, qui est une porte dont le nom est merveilleux, c'est la porte de Montempoivre. Porte de Montempoivre. Rien qu'à cause du nom de la porte de Montempoivre, on est obligé de prendre la ligne 29, et au bout d'une centaine de voyages sur la ligne 29 au cours des années, il est nécessaire de lui rendre hommage, parce qu'en plus c'est une ligne d'autobus modeste. Il y a des lignes d'autobus assez imposantes, à Saint-Lazare par exemple, la ligne 20, la ligne 27, elles ont vraiment beaucoup d'importance. Tandis que la ligne 29, qui est modeste, est reléguée au fond de la cour de Rome. C'est très difficile de la voir, elle n'est pas très fréquente, elle est donc très modeste et très sympathique. D'ailleurs, les machinistes qui sont ceux qui conduisent les autobus de la ligne 29 l'aiment beaucoup, parce qu'elle est très modeste et accueillante. Voilà. Donc j'ai décidé de construire une ode. Alors je l'ai faite en plusieurs chants, et chacun des chants est divisé en strophes, et en fait, il y a autant de strophes qu'il y a d'arrêts dans la ligne. Il y en a donc 35. Donc je vais vous lire, en m'adressant à M. Horvat, parce qu'il est question de quelqu'un que je connaissais bien et qu'il a rencontré ici aussi, il y a longtemps, quand nous travaillions ensemble, et qui est Pierre Luçon. Donc, il est question de ça dans cette strophe. Et j'expliquerai un petit peu comment ça se passe. Donc j'arrive dans un endroit qui s'appelle qui est une place de Paris où se trouve la statue du général de Saix, autrefois. Et donc là, je raconte ce qui se passe. Je m'étais engoncé dans un ancien moi-même qui, par un jour très chaud, pris de folie extrême, acheta chez Kenzo une veste d'été, si chère que d'un mois je n'osais la porter. Et quand de l'exhiber j'eus à la fin l'audace, dès la seconde fois que je la mis, hélas, j'en déchirai la manche à quelques clous sournois, droite, et la déposai sur un cintre de bois. À quelque temps de là, je partais pour New York. La veille du départ, je vis avec horreur que nulle veste n'était à ma disposition, adaptée aux caniculaires conditions de ce déplacement, sinon la déchirer, traînant dans mon placard sa manche désolée. Pouvais-je aux USA partir sans un veston? C'était dimanche et le soir je prenais l'avion. Que faire? Ce jour-là, je déjeunais par chance, par hasard, vais-je dire, et par bonheur, je pense, 33 avenue Ernest Reyer, chez mon déjà très vieil, alors ami Pierre Luçon. J'y transbordai ma veste, et sa fille Cécile, expertisant mon look, fut formelle. Inutile de chercher vainement un copain quelque part qui te déparnerait, il est beaucoup trop tard. Chasse l'inquiétude qui taraude et qui ronge. Porte tranquillement cette veste, elle est grunge.
réconforté de l'on ne peut plus net avis d'une qui savait tout de la mode ravie, d'autant plus qu'elle était suprêmement nouvelle, alors la mode grunge, me certifia-t-elle. Je m'en fus affronté de l'immigration, le préposé yankee, qui vit sans passion, mais sourire étouffant une rigolade franche, un egghead caucasien à la lacérée manche, lui tendre son passeport, qui tamponna jovial et restitua avec un welcome amical, un brin goguenard, Professor Roubaud, welcome to the States. 20 ans déjà, là, 20, comme c'est loin, comme... Bon. Voilà. Alors, la particularité de ce texte, sur la page, dont vous l'avez entendu à l'oral, sur la page, c'est qu'il est écrit en 9 couleurs. 9 couleurs, en effet, je raconte mes voyages sur la ligne 29, et je commence. Et quand je commence, c'est en noir. Mais à un certain moment, qui peut être très rapide, tout à fait au début, j'ai besoin d'ouvrir une parenthèse. Bon, ça arrive, des choses qui arrivent. D'accord ? Mais bien entendu, quand je développe cette parenthèse, il devient nécessaire d'en ouvrir une autre. Et puis, dans cette parenthèse-là, encore une autre. Et ainsi, il m'arrive d'ouvrir jusqu'à 9 parenthèses. Vous voyez, 8 parenthèses, ça fait 9 textes différents. Donc, c'est très difficile, ça serait très difficile à lire. Donc, j'ai attribué à chaque niveau de parenthèse une couleur. Donc, ça commence en noir, ensuite il y a du rouge, puis du vert, puis du bleu, puis du vert, ainsi de suite, jusqu'au turquoise, qui est sublime à la fin, et qui est très peu. Et alors, en même temps, si je mettais les couleurs les unes au-dessous des autres, on s'y débrouillerait pas beaucoup mieux. Donc, chaque fois que j'ouvre une parenthèse et donc une nouvelle couleur, je me déplace dans la ligne. Donc d'abord, ça commence au début, puis ça va un peu vers la droite, puis de plus en plus, ce qui fait qu'à la fin, il y a très peu de place. Voilà. Donc c'est un exercice tout à fait intéressant de ce point de vue. Ça, c'est le premier aspect. Et les autres, donc vous avez utilisé des alexandrins. Alors, j'ai voulu écrire cette ode en vers réguliers. Vers réguliers, c'est-à-dire des alexandrins classiques, rimant 2 par 2 et respectant par exemple, une règle importante de l'alexandrin, disons, des tragédies de Racine ou de Corneille, c'est qu'il y a la règle qu'on appelle la règle d'alternance. Par exemple, là, dans le passage que je vous ai lu, je m'étais engoncé dans un ancien moi-même qui, par un jour très chaud, pris de folie extrême. Donc, cette rime-là est ce qu'on appelle une rime féminine, se termine par un E. La suivante, quand je change de rime, je dois changer de nature de la rime. Acheta chez Kenzo une veste d'été, si chère que dans moi je n'osais la porter. Donc vous avez même extrême, été, porté. C'est la règle d'alternance. Alors, quand on lit les tragédies de Racine ou de Corneille, on a l'impression que pour eux, ce n'est pas un problème. Ça veut dire que quand ils ont écrit un vers, il faut qu'ils en écrivent 4. Parce qu'il faut qu'ils écrivent le vers qui rime avec celui-là, mais ensuite, il faut qu'ils écrivent 2 vers suivants qui n'auront pas la même terminaison. Une rime féminine sera suivie d'une rime masculine. Donc chaque auteur de tragédie au XVIIe siècle est un tireur à la ligne. Mais pour eux, ça ne les gêne pas. Mais moi, j'ai rencontré tout de suite d'horribles difficultés. Parce que j'ai pas pris l'habitude. Et en particulier, il y a des tas de mots que je ne pouvais pas mettre dans mon texte. Pourquoi? Parce que j'ai voulu faire des alexandrins, mais les alexandrins, c'est pas seulement compter jusqu'à 12.
il faut que ça soit coupé au milieu d'une manière sévère, faire ce qu'on appelle deux hémistiches, il faut qu'il soit vraiment sérieux. Bon. Enfin, il y avait des mots qui n'allaient pas. Donc, la seule solution, c'était de savoir qui commande. C'est les mots ou moi. Donc, quand les mots n'allaient pas, eh ben, je les ai traités avec la sévérité nécessaire pour qu'ils rentrent dans le vers. Donc, il y a différentes manières d'arriver à ce résultat, hein, et ça donne un aspect particulier à mon texte, qui est, il est bourré de fautes d'orthographe, du coup. Il est bourré de fautes d'orthographe. J'emploie des élisions, comme que fait assez souvent Queneau, mais j'écris des choses comme je mets des E à la place du E muet, je mets EU pour être sûr qu'on va le compter correctement. Voilà. Donc il y a beaucoup de fautes d'orthographe. Alors l'avantage des fautes d'orthographe est considérable quand vous offrez un livre, un poème comme ça, avec des vers, Alexandre. L'avantage considérable, c'est que les gens qui regardent ça voient qu'il y a une faute d'orthographe. Alors, d'une part, ça les arrête, et par conséquent, au lieu de lire mon ode en un quart d'heure, ils sont obligés de passer plus de temps. Premier avantage. Deuxième avantage, ils sont très contents d'avoir vu que l'auteur a fait une faute d'orthographe. Voilà. En plus, bon, il y a ceux qui sont contents de voir que c'est une faute d'orthographe, mais il y a ceux qui se demandent comment elles sont, ces fautes d'orthographe. Pourquoi? Et là, alors là, j'ai eu l'expérience parce que mon éditeur, qui a réussi à publier cette ode avec les couleurs, mon éditeur ne connaissait pas l'alexandrin. C'est pas un homme inculte, mais enfin bon, ses études secondaires sont quand même relativement loin, et donc il a appris les règles essentielles d'alexandrin en faisant les corrections pour vérifier que je ne m'étais pas trompé, moi, dans ce que je faisais. Alors il y a un autre aspect, c'est que j'ai voulu qu'il soit tout à fait clair que les vers rimaient deux par deux. Il faut que ça soit visible à l'œil. Il faut que ça soit visible à l'œil, et dans ces conditions, quand les mots n'ont pas la même orthographe, il y en a un au moins qui doit changer d'orthographe, de façon à ce que ça soit vraiment rimé. Par exemple, là, je vois anglais rime avec côté. Alors, anglais, A-N-G-L-A-I-S. Côté, ça va être C-O-T-A-I-S. C'est indispensable pour que ça rime de manière très claire. Il n'y ait pas de doute que ça rime. Voilà. Oui, d'accord. C'est deux ou trois des contraintes de ce livre. Et vous ne voulez pas les révéler toutes? Non, parce que on peut les voir en lisant le livre, on peut les découvrir. Et en plus, c'est un exercice intéressant aussi de trouver dans les fautes d'orthographe et de voir si je me suis trompé. Bon. Monsieur Chevrier, qui est à gauche et que je regarde dans le coin comme ça, en a trouvé deux. J'avoue que je suis assez penaud, parce que le texte a été beaucoup relu avant l'édition, et je n'imaginais pas qu'il y avait encore des erreurs. Il en a trouvé deux. Il y a un E qui se trouve à l'hémistiche, et qui aurait dû être écrit EU, et que je n'ai pas écrit EU. Voilà. Ça, c'est la première erreur. Alors, il est possible que, comme il a que la première édition, il est possible que je l'ai corrigé dans la seconde. Mais comme je n'ai pas l'exemplaire de la seconde, je ne peux pas vérifier. Mais j'ai bien peur que non. Et puis, il a trouvé une autre erreur tout à fait grave. C'est qu'à un certain moment, je fais une suite de vers silencieux, qui sont des alexandrins virtuels. Il m'a fait observer que ces alexandrins ne satisfaisaient pas
à l'alternance d'éléments. C'est quand même terrible. Donc il faut ou bien que j'en supprime 2, ou bien que j'en ajoute 2, qui va me poser un problème numérique grave. Si j'en supprime 2, il n'y en aura plus que 3, ce qui n'est pas beaucoup. Si j'en ajoute 2, il y en aura 7, mais 7 n'est pas un nombre de colonnes. La situation est très grave. Alors j'ai introduit des erreurs qui ne sont pas de l'ordre de la faute d'orthographe, ni de la faute d'écriture des rimes. Ce sont des erreurs de fait. Parce que je décris ce que je vois dans la ligne, en passant dans la ligne de 29. Et bon, il y a 2 cas où j'ai introduit une erreur. Bon, il y en a une qui est tellement évidente que assez vite on me l'a signalée. C'est la place Vendôme. C'est quand je suis à la place Vendôme. Est-ce que je suis à la place Vendôme? Je suis à la place Vendôme où j'explique que quand je suis à la place Vendôme, je regarde la colonne Vendôme et j'affirme que dans la colonne Vendôme, il y a la pierre de Rosette de Champollion. Mais ça, c'est tout à fait faux, c'est pas du tout ça. Pas du tout ça qui est à place Vendôme. Donc, quelqu'un qui connaît Paris, immédiatement, relativement vite, se rend compte que j'ai là mis à la place de la colonne Vendôme, j'ai mis celle qui est celle de Champollion, qui est à la place de la Concorde. Voilà. Voulez-vous lire un extrait encore de là? Peut-être. Je vais lire un autre extrait, oui. Je vais lire un autre extrait. Ah oui, oui, c'est un extrait qui peut éveiller qui correspond à des citations que l'on peut rencontrer dans d'autres villes que Paris, en prenant des autobus. Alors, il est possible que cela évoque, dans d'autres villes, des situations assez proches. Donc là, je suis arrêté, je suis à un arrêt du 29, et le 29 arrive et je vais monter. Bon. J'attendais, mais il n'arrivait pas, et pour patienter, je disais, le 29 va venir, mais ne s'ébranlera que quand la RATP le décidera. Ah, le voilà, montons à bord en busonaute averti. Afin que mon parcours soit sans faute, parfaitement correct en tous les points légaux au point de vue du règlement municipal, j'ai pris mon passe Navigo dans une poche de ma veste, le port tant serré je l'approche du boîtier plat dont l'œil s'allume incontinent, vert, tandis que sa voix montre qu'il est content. Me voilà soulagé, car souvent je m'inquiète de la réaction de cette étrange bête. Une dame avant moi, d'un geste souverain, montre son sac qu'elle tient fermé dans sa main, à l'œil électronique. Il dit « Merci, madame, quelle maestria! J'admire cette femme. Je n'oserai jamais, moi, je le sais, j'ai tort. Je ne cours pas m'asseoir. C'est la ruée vers l'or, la quête d'une place en période de pointe. De 20 pieds écrasés monte une sourde plainte. Un aigu parapluie agresse l'occiput d'un monsieur. Ouille, il s'écarte. C'était le but de l'agresseuse qui, maintenant intimide, une jeunesse assise, d'un regard acide, parvenue à ses fins, la dame vis-à-vis laquelle un vieux vieillard innocemment s'est mis, lâche sur ses tibias ses lourds paquets, soupire, puis le prend à témoin. Bon, vous avez là une scène décrite qui est une scène courante dans les autobus parisiens aux heures de pointe, et je pense qu'on peut trouver des équivalents ailleurs. De la même manière, quelque chose qui doit arriver probablement dans toutes les villes où il y a des autobus et des lignes d'autobus, c'est que tout d'un coup, il y a un autobus qui tombe en panne. Bon, qu'est-ce qui se passe? On fait descendre les voyageurs
et on les fourre dans l'autobus qui suit. Mais les voyageurs que nous sommes, qui sont dans l'autobus qui suit, sont absolument indignés de voir arriver ces intrus. Donc, si vous voyez les regards de haine des voyageurs auxquels on inflige l'arrivée de ces hurluberlus qui n'avaient qu'à pas prendre ce bus-là. Bon, alors je décris aussi des scènes de ce genre, et une bonne partie de mes lecteurs sont des usagers de la ligne 29. Je suis allé présenter mon ode devant des usagers de la ligne 29, et ils ont été d'accord avec moi que la scène était vraiment très véridique. Bon. Oui, je comprends bien. Et en fait, on peut retourner un peu aux contraintes des parenthèses et du parenthésage. C'est pas la première fois, bien sûr, que vous le faites. Disons, il y avait déjà des parenthèses dans votre prose, Le Grand Incendie de Londres, mais pas du tout marqué de cette manière. Mais donc, je veux dire, dans le premier tome, et dans le dernier qui est paru, dans La Dissolution, vous allez jusqu'à 12 couleurs. Non, il y a le même système. C'est le même système, pardon. Donc il y a 9 couleurs, sauf que vous y ajoutez encore le blanc. C'est qu'il y a des passages. C'est vrai, oui. Je ne l'ai pas fait dans l'ode, oui. Oui, d'accord, donc ça manque de l'ode. Parce Oui. que dans ce livre-là, il y a aussi des passages sur la plage blanche en blanc, et donc c'est particulièrement difficile de les lire, sauf si c'est en ordinateur, n'est-ce pas? Et on arrive à Oui, avec l'ordinateur, on y arrive très bien. Mais peut-être pas dans le livre, alors... Alors, en fait, les couleurs que j'ai données sont arbitraires, bien entendu, mais je les ai choisies en fonction d'une réflexion sur la nature des couleurs dans les langues. Bon. Les études ont montré que, bien entendu, c'était une chose évidente, que les différentes langues ne partagent pas le spectre et les choses qu'on voit de la même manière, ça c'est clair. Mais ce qui est plus important, c'est qu'elles n'ont pas toutes les mêmes noms de couleurs. Il y a des langues qui n'ont que 2 couleurs, le blanc et le noir. Tout ce qui est entre les deux est gris, parce que nous appellerions du gris. Quand il y a une nouvelle couleur qui apparaît, c'est le rouge, toujours. Donc les langues à 3 couleurs ont du noir, du blanc et du rouge. Donc ma première parenthèse, je l'ai mise en rouge, noir, rouge. La 3e couleur qui apparaît, c'est le bleu. La 4e, c'est le vert. Bon, voilà. Donc il y a cette hiérarchie d'apparition des couleurs dans les langues, je l'ai gardée pour donner une hiérarchie à mes parenthèses. Oui, et donc quand tout à l'heure vous avez dit que ce qui était un peu plus sublime, vous l'avez mis en turquoise, donc il y a le choix du mot était volontaire. Oui, c'est tout à fait spécial. Ce sont des passages extrêmement spéciaux qui se trouvent tout à fait en bout de ligne. Alors, il se trouve que normalement, un texte comme ça n'aurait jamais dû être publié. Bon, j'ai publié de la poésie aux éditions Gallimard et de la prose de l'édition du Seuil, pour prendre 2 grandes maisons d'édition en France. Je ne me voyais pas amener quelque chose comme ça, ni à Gallimard, ni au Seuil. Et il me l'aurait refusé immédiatement, pour une raison d'ailleurs très simple, qui n'est plus tellement une raison financière, parce qu'aujourd'hui on peut quand même se débrouiller mieux avec des couleurs. C'est simplement que si les éditions Gallimard avaient publié ça, il n'y aurait aucune chance, mais même s'ils avaient décidé de le publier, dans les 6 mois qui suivent, tous leurs auteurs auraient réclamé des choses du même genre. Et ils n'avaient plus qu'à mettre la clé sous la porte. Donc, il fallait trouver un éditeur, et je suis tombé, par hasard, sur un éditeur assez extraordinaire. La réalisation de mon texte a fait qu'il a été traité comme jamais depuis que je publie des livres, c'est-à-dire depuis presque 50 ans. Voilà. Jamais je n'ai rencontré un éditeur de ce genre. Bon, je vais vous donner quelques exemples.
il a fait faire 6 couvertures différentes. Ces couvertures ont été dessinées et entièrement bâties par des élèves d'une école à Paris qui s'appelle l'école Estienne, où se trouvent des étudiants particulièrement brillants dans le domaine, dans cette section-là, le domaine de la typographie et toutes les choses, je ne sais pas, la façon de faire des enseignes ou toutes ces choses-là, ils interviennent partout dans la ville. Ce sont des étudiants extrêmement brillants. On leur a présenté l'ode et on leur a dit comment vous allez traiter ça. Donc, ils ont réfléchi et ils ont fait 6 couvertures différentes. Et ensuite, ils ont fait aussi 35 affiches de présentation, une par strophe. Bon. Et puis, il y avait un problème qui est que moi, je mettais tous mes vers dans une ligne. Je n'aime pas que les vers empiètent d'une ligne sur l'autre, c'est très désagréable. Bon, quand j'arrivais pas tout à fait, en particulier avec les turquoises de la fin, moi, je changeais de corps. C'est pas très élégant. Bon. Donc, ils ont réfléchi et ils ont trouvé un caractère typographique qui avait l'avantage de ne pas faire des lignes trop longues. C'est-à-dire que ce qui se passe avec les caractères typographiques, c'est que certaines lettres sont beaucoup plus... Par exemple, le M tient beaucoup plus de place qu'un I, dans la plupart des caractères, dans la plupart des types typographiques. Donc, ils ont trouvé, et ça c'était tout à fait intéressant, ils ont trouvé le caractère employé pour la première Bible polyglotte du XVIe siècle, la Bible d'Alcala. Il y avait un caractère qui permettait de mettre tout dans la même ligne. Voilà. Parce que toutes les lettres ont la même chasse, ce qu'on appelle la chasse de la même manière. Vous voyez la subtilité, enfin, la quantité de travail que l'éditeur a présenté pour faire ce livre. Et ça, ce n'est que le morceau. Et c'est la maison d'édition Attila, n'est-ce pas? Et ça, alors, il se trouve, c'est intéressant ici, c'est que cette maison d'édition s'appelle Attila. Je ne sais pas d'ailleurs pour quelle raison ils appellent. M. Martin ne m'a pas expliqué pourquoi il avait choisi Attila. Moi, j'ai compris quand vous avez dit qu'il ne savait pas ce que c'est l'alexandrin, je vois un rapport quand même assez étroit. Mais peut-être c'est faux, mais c'est ce que je dis. Oui, et donc vous en avez fait déjà des lectures à plusieurs fois. C'est paru l'année dernière. Alors, la particularité de ce livre, c'est que c'est typiquement un livre, et le poème qui contient, qui est fait pour l'œil et aussi pour l'oreille. C'est-à-dire bien entendu, on le voit, mais il est fait pour être entendu aussi. Donc la réalisation orale est une réalisation difficile. Parce que là, par prudence, je n'ai lu à une seule voix, puisque c'est la seule voix qui est la mienne, je n'ai lu que des passages où le passage d'une parenthèse à l'autre, et il n'y a pas trop de parenthèses superposées. Ça devient un peu difficile à suivre. Donc, c'est bien de le lire à plusieurs voix. Donc, mon éditeur a trouvé quelqu'un, Jacques Regautier, qui a une petite troupe, comme ça, et qui fait des lectures. Et il a fait une lecture à peu près complète de l'ode dans un théâtre, le théâtre des Bouffes parisiens, dans lequel il avait mis 9 sièges d'autobus, de 9 couleurs différentes, et les acteurs occupaient chacun leur couleur. C'était assez intéressant et ça marchait très bien. En fait, de toute façon, ça ressemble un peu à quelques-uns de vos expériences antérieures. Ça aussi, c'est un texte de voyage. Donc, vous avez écrit des haïbouns. Cela vous a beaucoup intéressé, de ce Mississippi Haïboun, ce projet que vous décrivez longuement dans Le Grand Incendie de Londres. Et il y a aussi le recueil de Churchill 40 qui contient des Ce sont des sonnets de voyage. L'avantage de l'alexandrin pour monode
est lié au fait qu'en vieillissant, j'ai de plus en plus de mal à retenir. Or, les choses que je compose comme poésie, je les compose dans ma tête, sans papier, sans rien, et je ne les écris que quand je suis revenu chez moi. Bon, quand on commence à perdre la mémoire, il est bien évident que ça devient de plus en plus difficile de ramener. Voilà, je vais à une station de la ligne 29, je compose 12 vers, il faut que je les ramène à la maison. Bon. L'avantage de l'alexandrin, évidemment, c'est que ça se reste dans la tête quand même beaucoup mieux que du vers libre. Je suis guidé par le fait, je suis guidé aussi par les problèmes que j'ai rencontrés orthographiques dans le vers. Donc ce vers-là est tellement contraint, et la façon dont je le traite précisément ajoute de la contrainte, puisque je dois couper certains mots, élider certaines lettres, que j'étais capable de le ramener à la maison. Aujourd'hui, je ne pourrais déjà plus. Mais heureusement, là, c'était encore possible. Alors, dans les voyages, dans le livre dont vous parlez, Churchill 40, ce sont les sonnets du voyage, parce que le sonnet, une fois que j'ai choisi le mode, la version du sonnet que je vais employer, ben, je le retiens relativement simplement. C'est l'avantage de la poésie contée, rimée. Oui, parce que peut-être certains d'entre vous ne savent pas que Jacobo compose beaucoup, particulièrement en marchant ou en... Alors je compose la poésie exclusivement en marchant, dans ma tête et en marchant. Je parle français, je parle aussi dans ma tête et en marchant. Et donc, bien entendu, ça amène à favoriser des manières de composer qui facilitent cette façon de faire. C'est évident. Quand je n'emploie pas des choses comme le sonnet ou l'alexandrin, si ce sont des vers qu'on appelle libres, j'ai un système de nombres. Un système de nombres qui va... D'abord, il y a d'autres contraintes, mais j'ai aussi un système de nombres. Je vais avoir, disons, 3 strophes. Dans la première strophe, il y aura des vers de 3, 5, 4 et 8 syllabes. Donc, retenir une liste de nombres, pour moi, c'est encore facile. Alors, donc, je sais que quand je vais composer mon poème, il aura l'air d'être un poème en vers totalement libre. Il n'y aura pas de rime, ça ne sera pas vraiment compté. Apparemment, pas compté, les vers ne sont pas comptés de manière uniforme, mais j'ai quand même ce système de nombres. Et ça, toujours, ça facilite la composition. D'accord. Donc c'est à la fois une technique, une mnémotechnique, et à la fois une technique de composition. Ça tient des deux, c'est-à-dire c'est un avantage pour la mnémotechnique et c'est aussi un avantage pour la composition. Pour composer et pour retenir ce que l'on a composé. Très bien. Pour soulager un tout petit peu l'interprète, est-ce que vous pourriez lire juste un poème de Churchill 40 pour la laisser de souffler un peu et surtout pour vous écouter? Est-ce que vous n'avez pas de sonnet composé à Budapest, si j'ai bien vu? J'en ai vu aucun. J'ai un peu feuilleté quand même. Dans cette période, vous étiez passé au moins une fois à Budapest. Oui. Et l'occasion ne s'était pas présentée, probablement. Non, c'est pas ça. J'en ai composé beaucoup plus que ça. Là, il y en a, j'en ai mis que 150. J'en ai fait beaucoup plus. Mais il faut qu'il soit... que le résultat soit à peu près satisfaisant. Bon, alors, il se trouve qu'il y a des cas où je suis dans une ville, je compose évidemment des sonnets. Enfin, je composais parce que maintenant, pour faire un sonnet, c'est un drôle de travail pour moi. Mais disons, jusqu'il y a quelques années, je pouvais composer un ou plusieurs sonnets. Hein. Bon, de toute façon, je travaille toujours sur contrainte. Par exemple, pendant le colloque, quand il s'agissait d'une communication où je me saisissais mal ce qui était dit, parce que comme je deviens un peu sourd, et que quelqu'un parle en anglais vite, au bout d'un moment, je suis perdu. Bon.
Dans ce cas, je décroche et je travaille sur une contrainte. Alors, la contrainte que j'ai choisie est la suivante. On sait que Jean-Sébastien Bach a fait du travail musical sur les lettres de son nom, le B, le A, le C et le H, et donc la gamme à l'allemande, et pour les Anglais aussi, c'est A, B, C, D, E, F, G, H. Voilà. Donc, j'ai construit un vocabulaire qui n'utilise que ces lettres-là, j'ai construit un texte, et ce texte est prêt à être mis immédiatement en musique. Voilà. Il y a à la fois le texte et la musique. Voilà. Bon, c'est simplement une variation, enfin un traitement différent de quelque chose qui a déjà été essayé par les Oulipiens. Il y avait mais avec les notes de la gamme à la française, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, Georges Perec, avec un musicien nommé Drogos, a fait pas aller très loin, mais ils avaient commencé un opéra qui s'appelait L'Art effaré. L'Art effaré. Voilà. Donc là aussi, les notes de musique, enfin, la musique était quasiment déjà déterminée par le texte. Voilà. Les deux travaillent ensemble. Et là, je pense qu'avec ABCD, EFGH, ben, c'est également une possibilité. Bon. Je trouve un autre. Ah oui, ça c'est. Bon. Il y a des cas où, étant en voyage, je rencontre un problème difficile. Et je suis amené, bien entendu, à composer un ou plusieurs poèmes où j'essaie de me mettre, d'affronter ce problème. J'ai fait plusieurs voyages au Japon, hein, généralement à Tokyo, mais allant, disons, faire une lecture à Kyoto et même à Osaka. Bon, quand on fait ça, on part de Tokyo et on prend le Shinkansen, qui est le train à grande vitesse, et on passe au pied du Fuji, du mont Fuji. Et chaque fois, quand vous allez là et que vous dites aux gens je vais à Kyoto, ah, vous allez à Kyoto, vous êtes à Tokyo, vous allez à Kyoto, vous allez voir le Fuji. Bon, je n'ai jamais réussi à voir le Fuji. Alors, au bout d'un certain nombre d'expériences de ce genre, je suis arrivé à la conclusion évidente que je vais vous exprimer dans ce sonnet. Réflexion sur le mont Fuji. Chaque fois que dans le Shinkansen je passe, le point d'où je devrais le voir, le Fuji, se dérobe. Longtemps j'ai cru que, surgi de la pluie ou brume et la pollution crasse, il daignerait pour moi, lecteur du Genji, moi, du Manyoshu, si chargé de sa grâce, il daignerait, dis-je, dévoiler sa face, chère au poète, son ice cream cône blanc pur, j'y crus. Aujourd'hui, hélas, oh, cela me coûte de l'avouer, mais je vous dois âpre toute la vérité, je soupçonne que le grand Fuji n'existe pas ou plus. Il s'est peut-être, volcan inverse, renfoui en terre tant ce monde l'a blessé qu'il ne veut plus connaître. Voilà. J'ai écrit ça dans le Shinkansen le 3 octobre 2000 parce que, bon. Alors, on a essayé de me persuader de l'existence du Fuji. Bon. Je pense, une des hypothèses, c'est que le Fuji a été inventé par l'Office du tourisme japonais. Hein. Bon. Donc, vous avez des hologrammes. Et on a prétendu, même il y a un écrivain d'ailleurs très estimable, qui est François Bon, m'a dit, mais non, je vais t'envoyer une photo du Fuji que j'ai prise dans le Shinkansen. La photo n'avait pas pris. Elle était voilée. Oui, la preuve, hein. Donc je pense que voilà, là j'ai réglé un problème. Je me suis affronté à un problème très important, ce qui est le problème du Fuji. Oui, d'accord. Et en fait, je voulais aussi, en fait, en organisant cette soirée, j'avais un plan en tête. Je voulais faire inviter un écrivain hongrois assez
assez connu, qui était même prête à venir, et je voulais que vous fassiez une discussion. Il s'agit de Peter Esterhazy, qui était même enclin de venir, mais bon, après, il a dû renoncer pour des raisons de date limite de dépôt de manuscrits. Et justement parce que la dernière fois, quand vous étiez à Budapest, il y a plus de 3 ans, vous avez mené une discussion où vous n'étiez pas tout à fait d'accord sur l'importance ou la nature de la prose et de la poésie, respectivement. Donc, tandis que pour lui, la différence n'était pas aussi marquée que pour vous entre prose et poésie, pour vous, en revanche, c'est quelque chose d'assez fondamental. Et donc, je voudrais... Bon, il n'est pas là pour vous dialoguer avec vous, c'est dommage, mais quand même, pour le public, je pense que ça serait intéressant d'écouter, d'entendre comment vous définirez une différence essentielle entre prose et poésie. C'est une différence de décision. Ceci est de la prose, ceci est de la poésie. C'est essentiel. C'est essentiel. Donc ça veut dire qu'il y a une distinction, première chose, parce qu'il y a des gens qui le nient, qu'il y a une distinction, que certaines choses vont être mises d'un côté de la frontière, poésie. Alors, ce qu'on va mettre du côté de la frontière, dans les sociétés, dans les situations traditionnelles, quand il y a disons le vers alexandrin et la rime, bon, le fait que quelque chose est du côté poésie est marqué de cette façon-là. Bon, c'est moins évident ensuite. Mais pendant très longtemps, on garde des signes extérieurs de cette distinction. Le vers libre ne se confond pas avec de la prose. Il y a différents éléments formels qui montrent que ce n'est pas de la prose. Bon. Et de l'autre côté, il y a la prose. Et il y a une sorte de bataille qui existe entre la façon dont on va faire la frontière. Parce que cette frontière n'est pas une ligne, c'est, comme on étudie en mathématiques, c'est une frontière épaisse. Il y a une zone frontière dans laquelle on peut se battre, il faut savoir, et ça, qui l'emporte, c'est un consensus, parfois c'est l'avenir qui va l'emporter. Il va dire, ceci se placera du côté de la prose, ceci se placera du côté de la poésie. Bon. Une deuxième manière de faire le clivage, c'est se dire, il y a des choses que dit la poésie, dont s'occupe la poésie, et des choses dont s'occupe la prose. Bon. Et ça dans le moment de la poésie classique, et disons jusqu'à la fin du 19e, non seulement la frontière est placée du point de vue formel, métrique, la rime et les choses là, mais également parce qu'il y a des choses qui se disent en poésie et qui ne se disent pas en prose et réciproquement. Bon. Ceci, à l'époque médiévale, c'est beaucoup plus tranché, c'est souvent beaucoup plus tranché que ça. Il y a même des types de poésie, même de formes poétiques qui sont réservées à certaines choses. Les vies de saints ne se traitent pas comme du chrétien de Troyes. Enfin, bon, voilà. Il y avait ça. Mais ensuite, on a maintenu assez longtemps cette distinction. Bon. Et puis, au XIXe siècle, il y a la première grande offensive de la prose, parce que la grande forme littéraire du traitement artistique de la langue, c'est le roman. Et le roman triomphe au XVIIIe et au XIXe siècle, et il vient évidemment aux romanciers et à certains de leurs représentants l'idée que c'est eux qui doivent occuper tout le terrain. C'est la position de Flaubert. La position de Flaubert est très claire. Le roman, la prose, peut dire tout ce que dit la poésie. Et évidemment beaucoup mieux. Bon, évidemment beaucoup mieux. C'est aussi ce que, par exemple, fait Chateaubriand quand il désigne
le génie du christianisme comme étant un grand poème en prose. Voilà, poème en prose. Alors, la réaction, bon, bien entendu, les poètes continuent à faire de la poésie, les romanciers à écrire des romans, mais cette polémique-là a eu cette prise de position-là a eu un effet, puisque Baudelaire, et c'est parfaitement clair qu'il a l'intention, il a cette intention chez lui quand il le fait, a dit, bon, je veux bien, mais moi je fais des poèmes en prose. Et moi je peux faire aussi ces choses-là, je peux raconter aussi. La poésie, le poème en prose chez Baudelaire est aussi une réponse polémique à Flaubert. Bon, cette bataille continue. Continue aussi. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent bah, il n'y a plus de poésie, la poésie, elle a pris son temps, il faut la liquider. On a eu une première version de ça dans les années 60 avec le groupe Tel Quel, qui voulait remplacer tout ça par un truc qui s'appelait le texte. Bon. Et maintenant, ça réapparaît encore. Hein. Ça apparaît de nouveau. Bon, voilà. Voilà, disons, un peu ma réponse. Oui, merci beaucoup. En fait, je voudrais céder la parole bientôt au public. Juste deux petites choses avant, et après peut-être à la fin si vous lirez quelque chose. Oui, j'ai une remarque. Par exemple, il y a une revue littéraire hongroise assez renommée, Élete Filodalom, dans laquelle on publie... Irodalom. Oui, voilà. Élet, c'est la vie et littérature. De hongrois que je connais. Il y en a un qui était connu par mon ami Pierre Luçon, c'était le mot cheur. Et Sörbar. Voilà. C'était ce qui l'intéressait particulièrement, et moi, Irodalom, il m'intéressait plus. On s'était partagé le travail, donc il connaissait du hongrois quelque chose d'essentiel, qui était la bière, et moi, la littérature. Oui, donc la remarque n'est pas très importante, ce que je voulais dire, mais que dans cette revue, on publie la prose avec des caractères normaux, tandis que les poèmes sont toujours en italique. Donc pour cette revue, il faut écrire des poèmes en italique. Donc, et je trouve que c'est une contrainte très sévère, donc tous les poètes qui veulent publier dans cette revue sont obligés d'employer l'italique. D'employer l'italique, il n'y a pas d'autre moyen de faire si on veut publier dans cette revue qui est vraiment très prestigieuse et qui est un hebdomadaire en fait. Ça alors oui. C'est vrai que la question du rapport poésie-prose, elle se joue aussi dans la manière dont les choses sont mises dans la page, la manière dont on traite typographiquement les choses. Il y a plein de situations qui montrent ça. Et donc, moi je m'intéresse quand même à la façon, c'est-à-dire quelqu'un qui s'intéresse par exemple à l'Oulipo, qui s'intéresse qui s'intéresse au traitement poétique de la langue en poésie, va s'intéresser nécessairement à la typographie. Peut-être plus. On peut publier un grand roman sans réfléchir particulièrement à la typographie qu'on emploiera. Je ne sais pas, un grand roman, il faut que tout le monde le lise. Bon. Donc, il n'est pas indispensable qu'il soit dans un certain type typographique avec une certaine présentation. Il est porté par la narration, il est porté par sa nature de roman. Pour la poésie, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et en particulier, moi, ce que j'ai bien aimé dans mon expérience de l'Ode, c'est qu'il y avait une réflexion qui a été faite par ceux qui ont fabriqué ce livre sur la façon dont les vers allaient être traités, mais de tous les points de vue. Non seulement les couleurs, mais la typographie, la présentation dans la page. Alors que chez Gallimard, tout le monde a un seul caractère. Et je sais que cette réflexion-là, que je n'avais pas quand j'ai commencé à composer, et même à publier mes premiers livres, cette réflexion qui pour moi est très importante, c'est-à-dire important de savoir comment un poème va être mis dans une page. Et pas seulement une page, mais la page dans le livre et aussi dans quel voisinage le livre va se trouver. Cette idée-là, je la dois à deux Hongrois. Ils sont Bob Tibor et Nagy Paul.
Parce que au début des années 70, alors qu'ils étaient en France, ils m'ont demandé de faire un livre pour leur revue. Et j'ai discuté avec eux et Tibor m'a expliqué avec exemple comment on pouvait rendre ridicule des poèmes par le choix typographique. Et comment on pouvait au contraire accompagner l'intention, enfin les qualités formelles du poème par un bon choix typographique. C'est-à-dire que la typographie peut être considérée comme faisant partie du travail des poèmes. Ça, pour moi, ça a été une expérience extrêmement importante et je suis très reconnaissant à Tibor d'avoir fait ça. Merci beaucoup pour cette réflexion aussi. Et peut-être, je poserai une question encore tout à la fin. Et j'invite le public à poser des questions éventuellement, si vous souhaitez. Vous voulez aller chercher un micro? Oui. Mais je vous en prie, je crois que ça s'entendra. Je vais vous lire En attendant, oui. Oui. Une autre manière de... Disons, quand on s'intéresse à l'Oulipo, disons, on pense, et quand on pense Oulipo, on pense à certains types de contraintes. Des types de contraintes portant sur la nature des lettres, par exemple la disparition de Georges Perec, qui n'utilise pas la lettre E. Donc c'est des contraintes formelles extrêmement simples à définir, explicites, qui portent sur divers éléments de la langue. Mais il y a des types de contraintes qui sont plus difficiles à saisir immédiatement. Ce sont des contraintes qui se rapprochent, disons, de la sémantique, pour simplifier. Voilà, de la sémantique. Bon, un exemple tout à fait intéressant de ça, qui a été important dans l'évolution de l'Oulipo, c'est le roman d'Angaretta qui s'appelle Sphinx, qui est écrit, c'est un roman en langue française, qui a été écrit avec la particularité que quand vous lisez le texte, il est impossible de savoir si le personnage est un garçon ou une fille. Donc, il y a une histoire d'amour, mais tous les éléments qui, dans la syntaxe du français, permettent de décider de la nature masculine ou féminine du personnage ont été éliminés. Pas d'article, pas d'adjectif au féminin, rien, enfin, voilà. Et du coup, c'est le lecteur qui décide. Et ils ont décidé d'ailleurs de toutes les manières. Il y en a qui ont dit c'est un garçon qui rencontre une jeune fille, c'est un garçon qui rencontre un garçon, c'est une jeune fille qui rencontre une jeune fille. Enfin, toutes les variantes ont été faites. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas de la même nature que les contraintes de Perec, quoique étant encore marquées par un trait formel. C'est donc, je dirais, c'est pas vraiment de l'Oulipo sémantique, c'est de l'Oulipo semi-sémantique. Mais moi j'ai fait quelque chose qui est plus difficile donc à saisir, qui est... Bon, il y a dans la tradition du XVIe siècle un certain nombre d'ouvrages dans lesquels on fait 100 quatrains. 100 quatrains généralement moraux ou religieux. Les plus connus sont les quatrains de Pibrac, nommé Pibrac au XVIe siècle, qui a écrit 100 quatrains pour donner les leçons de morale qu'il voulait présenter au public. Bon. Alors moi j'ai fait des quatrains aussi dont le principe est que ce sont des quatrains rimés, voilà. Très simplement, c'est toujours, je vous lis le premier par exemple, « Mon cœur est le numérateur de la fraction du silence qui le divise, la douleur, le quotient est en absence. » Voilà. Alors, le principe, c'est que c'est un quatrain, toujours rimé comme ça, en octosyllabes, et il doit être légèrement idiot. Voilà. Et ça, c'est assez difficile d'arriver à ne pas sortir du registre de la bêtise. C'est-à-dire qu'il faut que ça se rapproche
de la chanson sentimentale, mais avec un élément de bizarrerie. Hein, par exemple, mon cœur est un château de sable sur la plage de ton été, l'automne en a fait rase table, tu es parti, je suis resté. Voilà. Voilà, et ça doit se rapprocher de la sentimentale, mais il doit y avoir des métaphores qui parfois vont être assez osées. Donc c'est pour ça que j'ai mis un épigraphe, un vers d'Alphonse Allais, un des maîtres de l'Oulipo. Mon cœur est un ruisseau qui ne bat que d'une aile. Vous voyez? Et ça, c'est le ton général de ces quatrains. Mon cœur est comme un strapontin au cinéma de l'existence. Dans un café mucipontin, Pont-à-Mousson, j'ai traîné mon obsolescence au bras d'une pauvre putain. Vous voyez, c'est très émouvant. Hein, c'est très émouvant. Mon cœur est un paratonnerre fiché sur le toit de ta vie. Il subit foudres et tonnerres pendant que tu dors dans ton lit. Il y a beaucoup de souffrances, de malheurs, tout ça de nature amoureuse, bien entendu. Ça s'appelle cœur. Et il y a mon cœur, ton cœur, nos cœurs. Il y a 3 sections. Mon cœur, ton cœur, nos cœurs. Oui. Et ça, c'est aussi olympien, mais pas d'une manière exactement semblable à celle dont on a l'habitude. Oui, tout à fait. Donc, alors, je vous invite à poser des questions. Magyarul is nyugodtan lehet kérdezni, lefordítjuk, vagy lefordítja Emese. Oui, j'ai une question, peut-être une observation. C'est que, il me semble, en parlant de contraintes, bon, il y a un côté peut-être un peu négatif, mais dans ce que vous avez dit, il me semble qu'il y a ce côté ludique et le côté de plaisir ou de satisfaction de pouvoir arriver à... Moi, je dirais que c'est peut-être un défi ou un pari qu'on entre avec soi-même, et que, parce que c'est un choix hein, de se mettre cette contrainte. Et donc ça m'apparaît très intéressant qu'il y a ce côté, oui, de satisfaction ou de plaisir. Bon, il y a le côté où une contrainte va sembler peut-être un peu négative ou encombrant, mais du moment où on arrive à glisser la langue dans cette contrainte, il y a une satisfaction, un plaisir. Et il y a ce côté ludique, me semble-t-il, surtout au début, où il y a le premier poème que vous avez lu, c'est de toujours essayer de faire marcher la chose. Je ne sais pas, voilà, c'est une observation. Mais disons, parler de côté ludique est ambigu, parce qu'en fait, le jeu, dans ludique, il y a l'idée que ça va être drôle. Mais en fait, le jeu peut être extrêmement sérieux. Le petit chat joue beaucoup. Mais pourquoi il joue? C'est pour apprendre à tuer des souris. Hein. Donc c'est pas nécessairement très drôle. Hein. Donc il y a un élément, il peut y avoir un élément extrêmement sérieux dans ce jeu. Bon, ça c'est un point. Un autre point, c'est que il y a une catégorie de compositeurs de littérature, de poésie, etc., qui ont énormément de mal à se mettre devant leur feuille et puis écrire. Et parce qu'ils savent que s'ils se lancent comme ça, eh bien, ils vont être envahis par les choses banales et les choses traditionnelles et éculées qui traînent dans leur tête, et ils ne vont pas pouvoir vraiment en sortir. Il y a des gens qui en sortent très facilement, hein, bon. Et ceux-là n'ont pas besoin de l'Oulipo, mais il y a des gens pour qui l'Oulipo a de l'avantage, parce que si vous vous êtes donné une contrainte très sévère, il faut la vaincre, et c'est en même temps que vous faites ça que vous arrivez à dire ce que vous voulez dire. Voilà, voilà. En gros, c'est une des raisons pour lesquelles moi, dans mon cas, j'ai choisi cette manière de faire. Après avoir traîné pendant plusieurs années dans du mauvais surréalisme.
j'écrivais très librement, j'écrivais des choses absolument nulles, mais avec beaucoup de liberté. Ça ne veut pas dire qu'avec la contrainte, on va écrire des choses qui vont être moins nulles. On peut écrire des choses aussi nulles et peut-être même encore plus nulles. Mais quelquefois, on arrive à faire autre chose. Oui. Jean-Louis Harry. Bon, c'est vraiment une question sur Aude que j'ai pas encore lue et je me rends compte qu'il va vraiment falloir que je le lise. Je me pose une question. Alors, donc c'est des rimes plates avec alternance en genre comme chez Racine, mais en même temps il y a des strophes. Donc c'est ça que je comprends pas. Elles sont structurées comment les strophes? Les strophes ont une longueur qui est liée au parcours, parce que les parcours d'un arrêt à un autre sont très variables. Et donc, moi j'ai attribué des longueurs de strophes à l'importance relative de ces déplacements de l'autobus entre un arrêt et le suivant. C'est ça. Ce n'est pas contraint de manière formelle. C'est contraint par l'extérieur. Parce qu'on voit à l'extérieur s'il y a eu des incidents ou pas, s'il y a des. Voilà, ça dépend de ça. Si on lit le poème dans le bus, on arrive à le lire en entier à peu près sur le trajet, normalement. Ah oui, il y a plein de choses qui se passent, qui sont évidemment ne sont pas passées en une seule fois, mais on peut considérer que effectivement ça fait un seul parcours dans lequel il y a plein d'événements, forcément, du coup. Il y a un endroit, des choses qui sont d'ailleurs des choses habituelles pour ceux qui prennent cette ligne. Il y a un endroit où à Bourse, l'autobus doit tourner dans la rue de la Banque. S'il y a un automobiliste qui est arrêté au coin, ça pose des problèmes. Bon. Alors là, voilà, je développe ça parce qu'une fois, il y a un automobiliste qui était arrêté et il y a un chien dans la voiture. L'automobiliste est parti. Et l'autobus essaie de klaxonner, et le chien est furieux, enfin voilà. Donc, il y a des événements de ce genre. Il y a de l'aventure, il y a une aventure avec un nain, notamment, que je vois à plusieurs reprises, et qui porte un coup de pied de tulipe, mais la deuxième fois, il n'a pas la même couleur que la première, donc c'est très, très, très étrange. C'est un personnage très étrange. J'aurais beaucoup de questions à poser, évidemment, mais à propos des rimes. Un instant. Deux questions. À propos des rimes, vous faites elles sont en plate, effectivement, mais à un moment, vous faites une séquence monorime. Elle correspond, séquence assez longue monorime, elle correspond à quelque chose, je suppose. Et d'autre part, à un autre moment, vous dites, parce que vous avez souvent des commentaires métapoétiques, vous dites que vous reprenez des rimes du début. Est-ce que ça a une signification spatiale? Non, il y a un moment où il y a une strophe dans laquelle je reviens sur la première strophe pour travailler avec le même système de rime. C'est une sorte de redémarrage de l'ode, après un arrêt assez long. Non, les rimes sont pour l'œil. Et la séquence monorime, ou une séquence de vers qui se répètent sur la même rime, elle correspond à un arrêt, c'est ça? Oui, c'est ça. À un certain moment, l'autobus est arrêté pour une raison que j'ai oubliée, donc je suis là et qu'est-ce que je vais faire? Alors, je fais une suite où j'essaie d'employer toutes les rimes en herse. D'accord. Quand même un certain nombre, une vingtaine. J'utilise, bien entendu, pour ça, comme beaucoup de poètes au XIXe siècle, j'utilise un bon dictionnaire de rimes, le dictionnaire de rimes de Martinon. Forcément, nous tous, n'est-ce pas, qui s'intéressons à la métrique, nous connaissons Martinon, et donc, voilà, Martinon m'autorise certaines choses, et je m'appuie sur son exemple pour faire parfois une rime un peu curieuse.
Oui, en effet, à un certain moment, vous dites qu'il n'y a que 2 rimes en ourte, courte et quoi courte et tourte. Non, non, c'est trop moderne. Et quand on se reporte au Martinon, on voit qu'il n'y a que ces 2-là, alors que déjà à l'époque, il existait et courte et surtout yourte. Oui, bien sûr. Bon, il y a aussi la rime à onf. Il y a plein de particularités que j'ai utilisées et qui viennent précisément de ma fréquentation très ancienne, que j'ai repris avec plaisir du livre de Martinon. La deuxième question, et je m'arrêterai là, c'est il y a un côté Queneau dans cette œuvre, il y a aussi un côté Roussel, évidemment. Est-ce que le système... Oui, il y a du Queneau et du Roussel. Le système de couleurs, on sait que Roussel l'avait dans sa tête, et il n'a pas pu le faire faire. Ça a été fait tardivement par les Hollandais, là, il y a, je ne sais pas, une dizaine d'années. Est-ce que ça se réfère à Roussel? Vous avez trouvé ça tout seul, ou c'est en rapport avec Roussel? Ça correspond aux parenthèses, quoi. Oui, moi c'est déterminé par le système des parenthèses. Mais bien entendu, cette idée d'employer plusieurs couleurs, c'est pas moi qui l'ai inventé. Simplement, on a pendant très longtemps été bloqué par le coût. Faire de la poésie, c'est déjà pas facile pour un éditeur, mais si en plus on met de la couleur, alors là, ce qui est arrivé à Maurice Roche, je l'ai dit à propos d'une communication, Maurice Roche voulait publier Compact en plusieurs couleurs. Hein. Il s'inspirait de la musique, il voulait transposer certaines parties musicales en couleur, et il voulait que son livre soit en couleur, mais il est mort sans l'avoir vu en couleur. Hein. Donc, on l'a évité depuis. Merci. S'il n'y a pas une dernière question, éventuellement. Ou alors je vous lis invite le à début lire. du baobab. D'accord, très bien. Bon, il y a un mot qui est le mot baobab, qui contient ba, o, ba et be. Bon, il est normal que si c'est bas, il faut le dire bas, si c'est haut, il faut le dire en haut, et le be, il faut le dire au milieu. Donc il faut dire ba, o, ba, be. Alors j'ai fait un poème là-dessus, qui s'appelle le baobab. Et vous ne voulez pas le lire? Il est très long. Ah, juste, non, un extrait, si jamais. Ba, o, là-haut, là-bas, là-haut, là-bas, dans le baobab. Le triolet qui tribale et assez haut, c'est bas, au son du basson. Il y a Othon avec son bâton. Dans le principe, on le voit là bien, il y a Othon avec son bâton. Donc le haut est en haut et il doit avoir un ton en commun avec le bas. Il y a Othon avec son bâton. Il y a Otho avec son bateau. Il y a Olaf, le bas, l'après. Bon, oui, le principe, c'est-à-dire que les hauts et les bas doivent être soutenus par des syllabes communes. Voilà. C'est très agréable à entendre. D'accord. Je voulais poser une dernière question concernant le grand incendie de Londres. Ouh là là. Non, une petite question, juste. Parce que c'était une expérience, un travail d'écriture qui vous a occupé pendant très longtemps. Mais qui m'occupe toujours. Voilà, justement, parce que vous en avez publié Des morceaux. Des morceaux, donc 6 branches, je crois. 5 et demi. 5 et demi, voilà, donc il y avait une moitié, enfin une partie parce qu'il y a des entre-deux branches. Ah, d'accord, donc cela dit que vous continuez à écrire Il y a une le grand incendie. Je suis obligé de continuer parce qu'il y a une consigne qui fait que je suis obligé de continuer. Voilà. Que vous ne dites pas. Non. Mais elle fait que je suis obligé. J'ai fait un certain nombre de consignes en commençant. Alors, les consignes que j'ai explicitées, écrire disons, ne jamais revenir en arrière, hein, ne jamais prévoir, avancer, enfin les différentes consignes comme ça, qui sont explicites et faciles à vérifier, et puis il y en a une ou deux autres qui ne sont pas explicites.
Mais en particulier, ça fait que je suis obligé de continuer. Alors bien entendu, je reste, plus ça avance, plus je suis paresseux, donc plus je reste de temps sans avancer, mais enfin bon, je vais essayer. Particulièrement parce que, comme j'oublie tout, maintenant je ne sais pas si ce que je raconte, je l'ai déjà dit 2, 3 fois ou 4. Ça devient un peu fatigant, ça devient un peu fatigant. Mais j'essaie quand même d'avancer. Alors, je vais chercher dans mon ordinateur si j'ai déjà dit ça ou pas. C'est quand même pas toujours très facile. Et donc, vous pensez à même publier alors la suite? C'est-à-dire, il y a une branche, la 5e, dans laquelle il y a 3 versions. Il y a une version courte, il y a une version longue, une version très longue. Enfin, je me suis inspiré des continuations du Perceval de Chrétien de Troyes, où il y a comme ça des versions courtes, longues et des versions mixtes. Donc je trouvais ça très intéressant, donc j'ai fait la même chose. Et j'ai une version longue de la branche 5, dont un morceau a été publié, et cette version très longue, elle a plus de 2000 pages. Mais ça, je ne vais sans doute pas le publier. Voilà. Maintenant, on peut mettre ça sur l'écran. C'est un gros avantage. Hein. Là, vraiment, le progrès technique est une merveille parfois. Oui, d'accord. Donc nous peut-être nous l'aurons en Je ne suis pas électronique. contre le progrès technique du tout. D'accord. Bien. Donc je pense que... Oui, il vaut mieux m'arrêter parce que sinon, vous savez, je continue. Bon, alors Donc, arrêtons-nous stop, là. D'accord. Oui, nous avons passé un peu moins d'1h30 ensemble. Si jamais vous voulez encore discuter avec Jacques Roubaud, il reste avec nous pendant quelques instants, certainement, bien faire dédicacer des livres. Et nous espérons le revoir d'ici je ne sais pas combien de temps à Budapest, s'il acceptera une nouvelle fois. Je suis quand même venu beaucoup de fois en Hongrie. Hein. La première fois, c'était 75. Ouais, quelque chose comme ça. C'était à l'invitation de l'Association des écrivains avec Tibor Pop. Oui, c'est ça. C'était pas vous, c'était Pop Tibor et Paul Dodge. Parce qu'ils avaient obtenu du gouvernement de l'époque, qui faisait un peu de libéralisation, disons, la possibilité de publier aussi en Hongrie. Et donc, ils ont invité plusieurs écrivains à venir. Il y avait Denis Roche, il y avait Laurent Gaspard, il y avait moi, on était 5 ou 6. C'était extrêmement intéressant. Et puis, je suis venu aussi, indépendamment de ça, pour rencontrer M. Horvat avec... 84. 86. Non, pas si tard que ça. Bon, j'espère beaucoup qu'une nouvelle occasion se présentera, donc nous essaierons de le faire. Oui, je suis venu en Hongrie beaucoup plus souvent qu'en Finlande. J'étais une fois. Ça, c'est un honneur et un grand plaisir. Ah non, mais j'ai un correspondant finnois qui s'intéresse sérieusement à ce que j'écris et que je vois à peu près une fois tous les 2 ans, où il progresse dans son étude qu'il a entreprise il y a une 12aine d'années et qu'il espère mener à bien relativement dans quelques années. Il espère y arriver. Et là, il a découvert le principe d'organisation de son étude, c'est qu'il s'est rendu compte que la manière dont je travaillais dans ma prose était exactement suivait un certain nombre des axiomes des sociétés de fourmis. Voilà. Donc il a établi un parallèle très étroit entre les axiomes des sociétés de fourmis, qui l'intéressent aussi, qu'il va étudier en Laponie, et ma prose. Donc je pense qu'il va progresser dans son étude grâce à ça. Il est très sympathique. Et vous êtes d'accord avec je ne sais pas, j'attends de voir son étude. Il m'a expliqué ça oralement à l'Institut finlandais à Paris la dernière fois que je l'ai vu. Mais bon, j'attends de voir si ça correspond,
si son interprétation est correcte, hein, je ne sais pas. D'accord. Bien. Je vous remercie beaucoup. Et donc, merci beaucoup également de votre attention. Et nous serons encore rassemblés une autre fois, à une autre occasion. Merci.